est apparu en premier, l'œuf ou la poule? L'univers a-t-il eu un commencement? Et si oui, qu'y avait-il avant? D'où venait l'univers? Et où va-t-il? Nous avons eu beaucoup de chance. Enfin, ma famille, Steven, tout le monde. Chacun son lot dans la vie. Mais ce qui compte, c'est que nous ayons survécu. Chacun son lot, certes, mais il y a des gens qui disparaissent pour ne jamais revenir. Les bombes, c'est très effrayant. Elles arrivaient dans un sifflement et ensuite plus rien. Silence. Quand elles explosaient, on savait que ce n'était pas pour nous et on retournait à notre repas et à ce qu'on faisait. Une fois, il y en a une qui est tombée tout près de chez nous. Elle a fait voler les fenêtres en éclats et on a retrouvé des morceaux de vitre littéralement juchés dans le mur d'en face. Au moment d'accoucher de Steven, on s'est dit qu'il valait mieux que j'aille à Oxford, alors que j'étais encore en clinique. Je suis allée chez Blackwell à Oxford et je lui ai acheté un grand atlas d'astronomie. Une de mes belles-sœurs m'a dit « Tu as fait un achat très prophétique ». De quelle nature est le temps? Aura-t-il jamais une fin? D'où vient la différence entre passé et futur? Pourquoi se souvient-on du passé et non du futur? Je me souviens du jour où nous avons traversé Londres après la fin du blackout. Dans les trains, les fenêtres n'étaient plus occultées par les panneaux de la défense passive. C'était à nouveau de vrais trains. Nous sommes passés sur un pont et toutes les lumières, enfin toutes celles qu'il y avait encore, illuminaient Londres. En plus, c'était une nuit très étoilée et avec toutes ces lumières. Ah, c'était si beau. Je me souviens, on s'allongeait dans l'herbe, on collait notre œil au télescope et on regardait les étoiles, toutes ces merveilles. Steven a toujours eu un sens très aigu du merveilleux. Je voyais déjà qu'il serait fasciné par les étoiles et l'au-delà des étoiles. Je suis né exactement 300 ans après la mort de Galilée. J'estime à environ 200 000 le nombre des autres enfants qui eux aussi sont nés ce jour-là. Je ne sais pas si l'un d'eux s'est ensuite intéressé à l'astronomie. La première image qui me revient, c'est Isobel poussant un landau improbable, une véritable antiquité, sur North Road. Elle y avait mis Mary et Stephen, qui avaient l'air vraiment énormes à cause de leurs grosses têtes et de leurs joues rouges. Ils ne passaient pas inaperçus. Toute la famille Hawking sortait de l'ordinaire. Je me souviens d'avoir rendu visite au Hawking plusieurs fois. C'était une maison où, quand on vous invitait à dîner, vous aviez le droit d'avoir une conversation avec Stephen, mais le reste de la famille s'asseyait à table avec un livre et lisait. Un comportement jugé plutôt mal élevé dans mon milieu, mais que l'on passait au Hawking parce que tout le monde les savait très excentriques, supérieurement intelligents, d'une grande finesse d'esprit, mais tout de même un peu bizarre. À mon avis, ils étaient tous marginaux dans cette famille, excepté Stephen, qui était le seul à paraître normal.
Steven prétendait qu'il connaissait, je crois, 11 façons de rentrer chez nous. Moi, je n'en voyais que 10. Dieu sait quelle était la 11e. Attenant à la façade nord, il y avait la remise à vélo, avec une porte devant et une porte derrière. Au-dessus de la remise, il y avait la fenêtre de la chambre en L. De là, on pouvait accéder par le coin au toit. Une fois arrivé là, on pouvait gagner le vrai toit. Je crois qu'une des façons que Steven avait imaginées pour entrer, c'était par le toit. Je dois dire qu'il était bien meilleur grimpeur que moi. Mais la 11e façon reste encore un mystère pour moi. Jusqu'au XXe siècle, on pensait que l'univers avait toujours existé, ou qu'il avait été créé dans un passé très lointain, à peu près tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Il était rassurant de penser que même si les hommes vieillissent et meurent, l'univers est éternel et immuable. J'ai complètement cessé de jouer avec Steven. Quand il est tombé malade une fois, il devait avoir 12 ans. Il avait un peu tendance à prendre les jeux trop au sérieux. Nous avions un Monopoly et il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'y ajouter un réseau de chemin de fer pour corser les difficultés. Puis le Monopoly s'est avéré trop limité. Finalement, il s'est mis à un jeu épouvantable, le Dynasty, qui, d'après ce qu'on m'a dit, je n'y ai jamais joué, durait éternellement, car il était littéralement interminable. C'était presque devenu sa raison de vivre, du moins je le pensais. Et ça durait des heures et des heures. C'était un jeu atroce à mon sens. Je n'arrivais pas à comprendre que l'on soit fasciné par ça. Mais Steven a toujours été incompliqué. Et il m'a semblé évident que c'est justement la complexité du jeu qui l'attirait. Quand j'étais au lycée, on m'a appris que la lumière des galaxies lointaines virait au rouge. Ce qui voulait dire qu'elle s'éloignait de nous et que l'univers était en expansion. Mais je ne le croyais pas. Il paraissait bien plus naturel que l'univers soit statique. Il pouvait ainsi avoir existé et continuer d'exister à jamais. Un jour, nous avons discuté de l'existence possible de la génération spontanée. Et il me semble que Steven a alors fait une remarque qui montrait non seulement qu'il avait réfléchi au problème, mais aussi qu'il avait fait certains calculs pour déterminer le temps que cela prendrait. À l'époque, j'en ai parlé à un de mes amis, John McLenahan. Et je lui ai dit que, selon moi, Steven allait devenir quelqu'un d'exceptionnel. Je ne crois pas l'avoir dit exactement en ces termes, mais cela revenait à peu près à ça. Et il n'a pas du tout partagé mon sentiment. Alors nous avons fait un pari. Comme deux gamins, nous avons parié que celui de nous deux qui aurait raison gagnerait un paquet de bonbons. À ce propos, il s'avère que j'ai bel et bien gagné ce pari. Et il me semble que je suis fondé à en demander le règlement, qui n'a toujours pas été fait. Un univers en expansion suggérait qu'il fût possible qu'il ait eu un commencement à un moment donné dans le passé. Ce moment où l'univers aurait pu prendre naissance a été appelé le Big Bang. La première année où il est allé à l'école Saint-Alban, il était, si je me souviens bien, avant-dernier de sa classe. Alors je lui ai dit, écoute Steven, faut-il vraiment que tu sois aussi cancre? Et il m'a répondu, oh tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait mieux. Ça lui était complètement égal. Pourtant, il a toujours été considéré comme quelqu'un de très brillant. Une année, on lui a même donné le prix d'histoire religieuse. Ce qui n'était pas étonnant, car dès son plus jeune âge, son père lui avait lu la Bible.
Il la connaissait très bien et il était très versé dans tout ce qui était religion, bien que je ne pense pas qu'il soit très pratiquant à l'heure actuelle. Tout le monde chez nous discutait théologie. C'était un sujet bateau et sans risque. Pas besoin de partir de faits concrets ou d'éléments troublants. Quand vous commencez à discuter, enfin à ouvrir ce genre de débat, vous pouvez tranquillement débattre de tout, y compris de théologie ou de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Au bout d'un moment, quelqu'un s'ennuie ou bien c'est l'heure du feuilleton à la télé et la discussion s'arrête. Si l'univers est immuable, on peut imaginer que Dieu en ait été le créateur à rigoureusement n'importe quel moment dans le passé. Mais si l'univers est en expansion, il se peut que des lois physiques soient à l'origine de son commencement. Un univers en expansion n'exclut pas un créateur, mais il limite dans le temps le moment où il aurait fait son travail. Quand sa famille est partie en Inde, on s'est organisé pour que Stephen vienne vivre 1 an chez nous. Un jour, il a décidé que ce serait sympathique de faire une soirée danse écossaise chez nous. Je dois dire que notre maison, bien que modeste, n'en était pas moins spacieuse et disposait d'un grand hall. Nous avons donc acheté des disques et un manuel pour apprendre ces danses. Stephen a pris en charge l'organisation de la soirée et il a insisté pour qu'on soit en smoking et robe du soir. Il s'est transformé en maître de cérémonie et il a pris la chose très au sérieux. À l'époque, il adorait la danse. Il y avait 4 physiciens dans ma promotion. Gordon Berry, Richard Bryan, Stephen et moi. Mon premier souvenir de Stephen, c'est un fameux soir où, après le dîner, Gordon et moi nous sommes montés dans sa chambre, dans l'espoir de le trouver. Il y était, en effet, un pack de bière devant lui. Il éclusait consciencieusement. À 17 ans, il ne pouvait pas légalement aller au pub. Il était ridiculement jeune pour être à Oxford. Nous faisions des soirées que nous appelions soirées coup de filet. On organisait une soirée bière ou un truc comme ça pour réunir, enfin pour recruter le maximum de nouveaux pour le club d'aviron. C'est comme ça que nous avons ferré Stephen. Mais avec lui, c'était toujours le même dilemme. Devions-nous en faire le barreur du premier 8 ou du deuxième 8, vous comprenez? C'est que certains barreurs sont des casse-cou. Mais il y en a d'autres qui sont très posés, voyez-vous. Lui était plutôt du genre casse-cou. On ne savait jamais tout à fait ce qu'il ferait une fois parti avec son équipe. À vrai dire, je crois qu'il avait une propension à embarquer son travail avec lui. Vous savez, sa cervelle fonctionnait sur plusieurs plans à la fois. Un jour, on nous avait donné un chapitre à lire, le chapitre 10 d'un manuel qui s'appelait « Électricité et magnétisme », rédigé par un tandem conjugal qui signait Blinet et Blinet. À la fin du chapitre, il y avait une série de 13 questions, du niveau de l'examen de fin d'études. Je me suis très rapidement rendu compte que je ne savais répondre à aucune. Richard et moi, nous avons bûché dessus 1 semaine, et nous avons répondu à 1 question et demie. Nous n'en étions pas peu fiers. Gordon a refusé tout concours et est arrivé tout seul à bout d'1 question. Stephen, comme d'habitude, n'avait même pas commencé. Mais le lendemain matin, il est monté dans sa chambre à 9 h, et quand nous sommes revenus vers midi 5, on est tombé sur lui dans le hall d'entrée du collège, au moment où il descendait. Je lui ai dit « Hey, Hawking, combien de questions as-tu réussi à faire ?» Et il m'a répondu « Je n'ai eu le temps de répondre qu'aux 10 premières. » Je crois que c'est à partir de là que nous avons compris que nous n'étions pas faits sur le même moule, qu'on n'était pas sur la même planète.
Un jour, j'ai calculé que j'avais travaillé environ 1000 heures pendant mes 3 années à Oxford. Une moyenne de 1 heure par jour. Je ne suis pas fier de ma paresse. Je relate seulement mon attitude à l'époque. Pour moi, rien ne méritait que l'on fasse un effort. Il avait coutume de me présenter chaque semaine son travail. Et il ne gardait jamais ni ses notes, ni ses fiches, rien d'écrit. En quittant mon bureau, il jetait tout à la corbeille à papier. Quand par hasard il se trouvait avec des condisciples et que ceux-ci le voyaient faire, ils étaient absolument horrifiés à l'idée que Stephen avait sans doute fait ce travail en une demi-heure, alors que si eux étaient arrivés au même résultat en 1 an, non seulement ils ne l'auraient pas jeté, mais ils l'auraient mis sous verre. Étant donné ma paresse à travailler, j'ai décidé de me présenter à l'examen de fin d'études en prenant l'option « Problème de physique théorique ». Ce qui m'évitait toutes les questions réclamant des connaissances concrètes. Je ne m'en suis pas très bien tiré. Mention bien, mais à 2 doigts de la mention très bien. J'ai été convoqué pour un entretien afin de décider quelle mention on me donnerait. On m'a demandé quels étaient mes projets d'avenir. J'ai répondu, si j'ai la mention très bien, j'irai à Cambridge. Si je n'ai que la mention bien, je resterai à Oxford. On m'a octroyé la mention très bien. J'avais emmené Stephen et son jeune frère à Woburn Park. Et là, il a grimpé à un arbre. Il a voulu se tester, j'imagine. Je ne me suis pas très bien rendu compte. Toujours est-il qu'il est arrivé à grimper. Il s'est avancé sur une branche et il s'est laissé tomber. Je crois que c'est ce jour-là qu'il a remarqué que ses mains n'avaient plus la même agilité qu'auparavant, mais il ne nous a rien dit. À l'université, les escaliers étaient raides, circulaires et raides. On les empruntait dès qu'on sortait des chambres. Steve a loupé la première marche. Et il a dégringolé en rebondissant de marche en marche jusqu'en bas. Je ne sais pas s'il a perdu connaissance, mais en tout cas, il a perdu la mémoire. On l'a transporté dans ma chambre, ou peut-être dans une autre chambre. Sa première question a été, comme il se doit, « Qui suis-je » On lui a répondu, « Tu es Steve Hawking ». 1 minute plus tard, ou juste après, il nous a redemandé « Qui suis-je » Steve Hawking. Et là, au bout de quelques minutes, il s'est rappelé qu'il était Steve Hawking. Alors on lui a dit, tu te souviens d'avoir été prendre un verre au bar samedi soir? Ou bien, tu te souviens d'avoir ramé ou d'avoir barré lundi dernier? Alors la mémoire lui est revenue petit à petit. Et finalement, il est arrivé à se souvenir de ce qui s'était passé la veille, puis l'heure d'avant. Et au bout de 2 heures, il se souvenait de tout. Une question se posait, mais est-ce que peut-être tu n'auras pas des séquelles à la suite de tout ça? Alors Steve a décidé, je vais passer un test au Mensa Club. On lui a tous dit, mais bien sûr que tu l'auras ce test. Et de fait, il a été ravi de réussir haut la main. Absolument ravi. J'ai vu qu'il y avait 2 domaines de la physique théorique que je pouvais étudier à Cambridge. L'un était la cosmologie, étude de l'infiniment grand. Et l'autre, c'était les particules élémentaires, qui sont l'étude de l'infiniment petit. Toutefois, je trouvais que les particules élémentaires étaient moins attirantes, parce qu'on n'avait pas de théorie à leur sujet. La seule chose qu'on avait faite jusque-là, c'était de classer ces particules en famille, un peu comme en botanique. En revanche, la cosmologie possédait une théorie bien définie, la théorie de la relativité générale d'Einstein. It was a very cold year. Cette année-là, il a fait très froid. Et la glace qui était sur le lac Vera-Lamian était très très dure. Alors, on est tous allés faire du patin. Stephen ne se débrouillait pas trop mal, d'ailleurs. Lui et moi, on était très proches à l'époque.
Oh, bien sûr, il ne patinait pas comme un pro, mais moi non plus, je dois bien dire. Il est tombé et il a été incapable de se relever. Alors je l'ai emmené dans un café pour qu'il se réchauffe, et c'est là qu'il m'a tout raconté sur ce qu'on venait de diagnostiquer. J'ai insisté pour qu'on aille voir son médecin, parce que je me suis dit, tant qu'il y a la vie, on doit pouvoir faire quelque chose, ne serait-ce que faciliter certains aspects. Je préfère taire le nom du médecin. Enfin bref, je suis allée le voir à la London Clinic. Il a été très surpris que je me sois donné la peine d'être venu le trouver. Après tout, je n'étais que la mère de Steven, n'est-ce pas? Il a accepté de me voir et il m'a reçu avec énormément d'emphase. Il m'a dit oui, cela est très triste, voir un brillant jeune homme fauché dans sa prime jeunesse. Bien sûr, je lui ai dit, mais alors que peut-on faire? Que peut-on faire pour, je ne sais pas, est-ce qu'on peut lui faire de la physiothérapie? Est-ce qu'on peut le soulager d'une façon ou d'une autre? Il m'a répondu, eh bien très franchement, non, il n'y a rien à faire, point final. Peu après mon 21e anniversaire, je suis allé passer des examens à l'hôpital. On m'a prélevé un morceau de muscle du bras. On m'a collé des électrodes, injecté un liquide opaque radioactif dans la colonne vertébrale, et on a examiné ses allées et venues au rayon X pendant qu'on inclinait mon lit. Ils ont diagnostiqué chez moi une SAL, une sclérose amyotrophique latérale, une grave maladie neuromotrice, pour reprendre leurs propres termes. Il n'existait aucun traitement, et les médecins m'ont donné 2 ans à vivre. Je suis allé dans la salle commune. Je cherchais quelqu'un avec qui déjeuner. Je ne voyais vraiment personne de franchement acceptable. Quand tout à coup j'ai vu entrer Steven. Je ne savais pas ce qu'il fabriquait à Oxford, je l'ai d'ailleurs oublié. Bref, toujours est-il que Steven a généreusement acheté 2 boissons. Il les a apportées, il les a posées sur ma table. Et en déposant sa bière, il en a un peu renversé. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Eh bien mon petit vieux, déjà ivre à une heure pareille ?» Là-dessus, il m'a annoncé qu'il avait passé 3 semaines à l'hôpital, où on lui avait fait toute une série d'examens, et qu'on avait trouvé ce qu'il avait. Il m'a annoncé ça très calmement, froidement, et il m'a dit qu'il allait petit à petit perdre l'usage de ses membres. Donc en fin de compte, il n'y aurait plus que son cœur et ses poumons qui fonctionneraient, et son cerveau. On lui a dit qu'à la fin, son corps serait comme un légume, mais que son cerveau, lui, resterait en parfait état, mais qu'il serait dans l'incapacité totale de communiquer. À l'époque, mes rêves ont été quelque peu perturbés. Avant de connaître mon état de santé, la vie m'ennuyait horriblement. Je ne m'intéressais véritablement à rien. Mais peu après ma sortie de l'hôpital, j'ai fait un rêve où l'on allait m'exécuter. Je me suis tout à coup rendu compte qu'il y avait plein de choses qui valaient le coup, si on m'en laissait le temps. Je savais très bien qu'il n'avait pas la foi. Pour moi, cela rendait les choses d'autant plus difficiles. Je craignais qu'il ne se demande « Pourquoi faut-il que ça me tombe dessus, à moi, et maintenant ?» Mais il a accepté totalement, froidement, que tout ceci devienne, en fin de compte, son lot. Et pour autant que j'ai pu en juger, c'est alors qu'il a commencé à travailler. Au début, je ne voyais plus guère l'intérêt de travailler à mes recherches, parce que je ne pensais pas pouvoir vivre assez longtemps pour aller jusqu'à mon doctorat. Toutefois, au fil des mois, la maladie a eu l'air de ne plus empirer. J'ai commencé à comprendre la relativité générale, et j'ai pu faire avancer mes travaux. Mais ce qui a vraiment tout changé pour moi, ce sont mes fiançailles avec Jane Wilde.
C'est cela qui m'a donné une raison de vivre, tout en m'obligeant à avoir un travail pour pouvoir nous marier. Stephen était déjà malade. Jane le savait. Et c'est là une autre preuve de la chance de Stephen. Il a rencontré la bonne personne au bon moment. Parce que Stephen était vraiment très très déprimé. Il n'avait absolument pas la tête à son travail. On lui avait dit qu'il n'avait que 2 ans et demi devant lui. Que faire en si peu de temps? Mais sa rencontre avec Jane l'avait vraiment stimulé. Et il s'est mis au travail. Je voulais comprendre comment l'univers avait commencé. Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, montrait que l'univers est en expansion. Mais il n'apportait aucune réponse à la question cruciale. Y a-t-il eu un Big Bang, un commencement au temps? C'est au cours de ma 3e année à Cambridge que Roger Penrose a fait sa découverte sur la mort des étoiles. Je me rappelle que je parlais avec un ami, Ivor Robinson, et notre discussion était très animée. Nous devions traverser une rue. Au moment où on a traversé, bien sûr, notre conversation s'est arrêtée, et en allant de l'autre côté, moi, j'ai eu une idée tout en traversant. Mais notre conversation a repris, elle m'est complètement sortie de la tête. Ce n'est que plus tard, lorsque mes amis sont rentrés chez eux, que j'ai commencé à ressentir une sorte d'exaltation merveilleuse. Je ne voyais absolument pas pourquoi je me sentais dans cet état. Alors j'ai passé en revue tous les événements de la journée. Et petit à petit, j'ai déterré cette idée qui m'était venue en traversant la rue. Penrose a annoncé le résultat suivant. Quand une étoile s'effondre indéfiniment, elle devient une singularité, aussi longtemps que certaines conditions sont satisfaites et considérées comme raisonnables. Je me rappelle que Stephen Hawking, qui abordait sa 3e année de recherche, disait « Ces résultats sont très intéressants. Je me demande s'ils pourraient nous aider à comprendre l'origine de l'univers. » Ce que se disait Stephen, voyez-vous, c'est que si, mentalement, on inverse le sens du temps, on peut imaginer l'univers en expansion, s'effondrant sur lui-même comme une gigantesque étoile. Roger Penrose a prouvé qu'une étoile mourante s'effondrant sous sa propre gravité atteint en fin de compte une singularité, un état d'infinie densité, une dimension zéro. Je me suis rendu compte que si j'inversais la direction du temps, alors l'effondrement devenait expansion. Je pouvais prouver que l'univers avait eu un commencement. Mais ma preuve, fondée sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, montrait aussi que nous ne pouvions pas comprendre comment l'univers a commencé, parce qu'elle a démontré que toutes les théories scientifiques, y compris celle de la relativité générale, s'effondrent au commencement de l'univers. Nous étions en réunion à l'Institut de physique spatiale de New York. Et j'ai dit, avant d'arriver à une conclusion, nous devrions ajouter dans le panier un autre objet qui soit gravitationnellement complètement effondré. Et quand vous avez répété un objet gravitationnellement complètement effondré une dizaine de fois, vous vous dites qu'il faut abréger la formule. C'est alors que j'ai trouvé l'expression « trou noir ». Le trou noir auquel John Wheeler a fait allusion a fait mouche. Tout le monde l'a adopté. Et depuis, dans le monde entier, à Moscou, en Amérique, en Angleterre et ailleurs, les gens savent qu'ils parlent de la même chose. Mieux encore, tout à coup, l'ensemble de ces nouveaux concepts a atteint le grand public. Et même des écrivains de science-fiction, soudain, se sont mis à en parler. Ce soir, mes amis, l'espace s'enorgueillira d'une fabuleuse première de l'exploration. Si les données que m'a fournies ma sonde recoupent celles que m'ont apporté les calculs des ordinateurs, je vais m'aventurer là où l'humain n'a eu l'audace d'aller.
le trou noir. Dedans, à travers et au-delà. Mais c'est démentiel. C'est impossible. Lorsqu'une étoile massive se contracte, sa gravité devient si forte que la lumière ne peut plus s'en échapper. Cette région d'où rien ne peut s'échapper, c'est le trou noir. Et sa frontière s'appelle l'horizon des événements. On pourrait dire de cet horizon des événements ce que dans ta vie de l'entrée de l'enfer. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Une fois, on m'a demandé de faire partie d'un jury pour primer un essai dont le sujet était comment tomber dans un trou noir et survivre. Le problème pour moi était le suivant. Je ne voyais pas comment attribuer un prix à l'essai, donc j'aurais dit, ma foi, ça m'a l'air d'être bon, car le seul moyen de prouver qu'il était vraiment bon, c'était de physiquement aller jusqu'à ce fameux trou noir et de tomber dedans. Mais alors, étant tombé dedans, je me disais, il faut aussi que j'emmène l'auteur de l'essai. Alors, nouvelle question, comment ensuite communiquer avec le monde? Fallait-il aussi emporter le prix? Ce prix à remettre, et qu'en ferait le bénéficiaire au centre du trou? Mon cher ami, il y a bien longtemps que j'espérais trouver un témoin à la hauteur du grand moment. Merci, docteur. Je suis donc prêt à embarquer pour le plus grand voyage de l'homme. Et certainement le plus risqué. Les risques ne sont rien comparés à cette possibilité de percer à jamais le mystère de l'inconnu, car tout là-bas, les lois, ces vieilles lois de la nature, n'ont plus cours désormais. Elles s'évanouissent. Mais la vie, c'est la vie éternelle. Imaginez que vous regardiez un astronaute assez téméraire pour sauter dans un trou noir. À sa montre, il sera disons 24 heures quand il franchira l'horizon des événements et pénétrera dans le trou noir. Mais quelle que soit la durée de votre attente, vous ne verrez jamais à sa montre l'aiguille des secondes sur le 12. Au contraire, chaque seconde indiquée par l'aiguille s'écoulera de plus en plus lentement, et la dernière seconde avant minuit durera éternellement. Ce qui veut dire que si l'on sautait dans un trou noir, notre propre image deviendrait éternelle. Mais cette image s'évanouirait très rapidement. Elle pâlirait au point de ne plus pouvoir être visible. Quand quelqu'un disparaît dans un trou noir, vu de l'extérieur, on dirait que le temps ralentit. La personne celui qui bouge, du moins qui croit bouger, qui parle peut-être à une vitesse normale dans son vaisseau spatial, semble évoluer au ralenti. Et pour finir, il se fige dans une position particulière. Ceci, bien entendu, pour l'observateur extérieur. De l'extérieur, on ne voit jamais ce qui se passe après ça. L'astronaute n'aura rien remarqué de spécial quand sa montre aura atteint minuit et qu'il aura franchi l'horizon des événements pour entrer dans le trou noir. Jusqu'à ce que, bien entendu, il atteigne une singularité et s'allonge comme un spaghetti. On peut traverser cet horizon des événements sans rien ressentir, sans même le remarquer. Après environ une semaine de chute, on commencera à sentir notre corps se pincer, s'allonger de plus en plus, devenir plus mince. Bien sûr, on commence à être comprimé, jusqu'à ce qu'on devienne complètement filiforme et plutôt mal dans sa peau.
Au bout de 15 jours, on est tombé en plein milieu et on est bien évidemment mort. Avant de perdre de vue le monde extérieur, on verrait des tas de choses se produire, mais se produire à grande vitesse. Cela ressemblerait à un feu d'artifice. Mais on se sentirait frustré, car tout en étant à même de voir tous les événements du futur, on les verrait défiler à une telle allure que d'un point de vue purement scientifique, on n'aurait pas le temps de les analyser. On ne pourrait pas les intégrer. Finalement, les choses se précipiteraient tellement qu'elles deviendraient explosives et que soi-même, on serait détruit par l'explosion. Mais ce serait la fin du voyage, mais quelle façon extraordinaire d'en finir avec la vie. C'est celle que je choisirais si j'avais le choix. Dans la longue histoire de l'univers, beaucoup d'étoiles ont dû brûler tout leur carburant nucléaire et s'effondrer sur elles-mêmes. Le nombre des trous noirs est peut-être plus grand que le nombre d'étoiles visibles, qui est de l'ordre de 100 000 millions, rien que dans notre galaxie. Nous avons aussi la preuve qu'il existe un immense trou noir au centre de notre galaxie. Des amis me demandent, si un trou noir est noir, comment peut-on le voir? Et je réponds, vous n'avez donc jamais été au bal? N'avez-vous jamais vu les jeunes hommes en smoking noir et les jeunes filles en robe blanche évoluer et tourbillonner? Quand la lumière baisse, on ne voit plus que les jeunes filles. Eh bien, la jeune fille, c'est l'étoile ordinaire, et le garçon, c'est le trou noir. On ne voit pas davantage le trou noir qu'on ne voit le garçon. Mais la fille qui tourbillonne est la preuve tangible qu'il y a quelque chose, quelque part, qui la maintient sur orbite. Un soir, peu après la naissance de ma fille Lucie, je me suis mis à penser au trou noir en allant me coucher. Mon invalidité rend cette opération plutôt longue. Aussi, avais-je pas mal de temps devant moi. Soudain, je me suis rendu compte que l'aire de l'horizon des événements doit toujours croître avec le temps. Cette croissance de l'aire de l'horizon des événements était très proche d'une notion appelée entropie, qui sert à mesurer le degré de désordre d'un système. L'expérience courante montre bien que le désordre a tendance à croître avec le temps, si on laisse les choses en l'état. Un jour, Jacob Bekenstein est entré dans mon bureau et je lui ai dit « Jacob, je suis toujours très perplexe quand je pose une tasse de thé chaud à côté d'une tasse de thé froid. En laissant la chaleur de l'une se communiquer à l'autre, j'ai augmenté le désordre de l'univers. Mais si par hasard un trou noir passe par là et que je jette les deux tasses dans celui-ci, je dissimule la preuve de mon forfait, non ? Bekenstein est un homme d'une grande intégrité. Il a eu l'air perturbé, mais il est revenu un peu plus tard et il m'a dit « Non, tu n'as pas dissimulé la preuve de ton forfait, parce que le trou noir enregistre tout ce qui t'arrive. » Stephen Hawking a lu l'article dans lequel Bekenstein annonçait ce résultat. Il a pensé que c'était absurde et a décidé de faire la preuve que c'était faux. Mes découvertes ont conduit Jacob Bekenstein à formuler l'hypothèse que l'aire de l'horizon des événements était en fait l'entropie du trou noir. Mais il y avait une erreur majeure dans la thèse de Bekenstein. Si les trous noirs ont une entropie, ils doivent avoir une température. Et s'ils ont une température, ils doivent émettre des radiations. Mais comment pourrait-il émettre des radiations, puisque rien ne peut s'échapper d'un trou noir? Il s'est avéré que Bekenstein avait fondamentalement raison, mais par un biais beaucoup plus surprenant, auquel ni lui ni moi ni personne n'avait jamais pensé. Comme petit à petit il perdait l'usage de ses mains, il a commencé
à développer, à soigneusement choisir ses recherches, afin qu'elles puissent être abordées et résolues par des voies géométriques qu'il pouvait visualiser dans sa tête. Il a ainsi développé une série d'outils très puissants que personne d'autre ne possédait. En un sens, quand on perd un ensemble d'outils, on peut en développer d'autres, mais les nouveaux outils ressortissent à des problèmes d'une autre espèce. Si par ailleurs vous êtes le seul à posséder ces nouveaux outils, cela veut dire que certains problèmes ne peuvent être résolus que par vous et vous seul. Mes travaux, jusqu'en 1973, traitaient de la relativité générale. Ils ont été résumés dans un livre que j'ai écrit avec George Ellis, appelé « Structure à grande échelle de l'espace-temps ». Même à cette époque, il m'était déjà difficile d'écrire. Aussi, étais-je enclin à penser en images et en diagrammes que je pouvais visualiser dans ma tête. Je me souviens d'être allé voir Jane et Stephen chez eux à Cambridge. Après le dîner, la soirée avançait et il était l'heure d'aller se coucher pour Stephen. Jane a insisté pour qu'il le fasse et il a acquiescé. C'était la routine pour Stephen de monter seul. J'ai oublié s'il y avait un étage ou 2 étages à gravir, mais à l'époque, il ne pouvait déjà plus marcher. Pour grimper les marches, il attrapait les barreaux de la rampe d'escalier et se hissait à la seule force de ses bras. Il se traînait ainsi du rez-de-chaussée au 2e étage, au prix de terribles efforts. Jane m'a expliqué qu'une partie importante de sa thérapie était de maintenir la coordination des mouvements et la force physique le plus longtemps possible. Au début, cela me crevait le cœur de regarder ce qui m'apparaissait un calvaire, jusqu'à ce que je comprenne que cela faisait partie de sa vie. Se hisser au 2e étage comme ça. La relativité générale est ce qu'on appelle une théorie classique. Elle prévoit un trajet unique et déterminé pour chaque particule. Pourtant, selon la mécanique quantique, il reste un élément de hasard ou d'incertitude. Une particule n'a pas un trajet unique dans l'espace et le temps. Au contraire, étant donné le principe d'incertitude, la position exacte, aussi bien que la vitesse d'une particule, ne peuvent jamais être connues. J'ai commencé à étudier l'effet que la mécanique quantique peut avoir sur des particules proches d'un trou noir. J'ai découvert que les particules pouvaient s'échapper d'un trou noir, et que les trous noirs n'étaient pas totalement noirs. Au début, je ne le croyais pas. Mais quand j'ai refait les calculs, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. J'ai rencontré Martin Rees. Il était tremblant d'excitation. Il m'a dit « Tu es au courant de la découverte de Stephen? Rien n'est plus pareil, tout a changé. » Je doutais encore de ma découverte, alors je n'en ai parlé qu'à quelques collègues. Mais très vite, la nouvelle s'est répandue. Roger Penrose m'a téléphoné le jour de mon anniversaire. Il était tout excité et m'a gardé si longtemps que mon dîner d'anniversaire était froid. C'était vraiment dommage, parce qu'il y avait de l'eau et j'adore ça. Pour moi, c'est un miracle, parce que ce sont des calculs compliqués et embrouillés. Aujourd'hui, on peut y arriver plus simplement, et le résultat est plus facilement lisible. Mais par ces calculs embrouillés, il a montré que les trous noirs ne sont pas noirs, et qu'avec l'effet quantique,
il y avait une radiation résiduelle. Steven est venu en réunion et les gens étaient sidérés. Je me souviens que quelqu'un a dit « Tu dois te tromper, Steven, je n'y crois pas. » Une fois, j'ai dit que je n'étais pas satisfait par l'explication qui avance la création de particules à énergie négative. Et à mon avis, c'est justement ça la controverse scientifique. Il doit y avoir le pour et le contre. Et je suis ravi de faire partie de la discussion. C'est tout le sel de la chose. Vous savez, si on reste là tous à dire bravo, poser des questions insignifiantes, ce n'est pas rendre service à la science. Mais je n'ai jamais été fondamentalement contre cette théorie, excepté cette fois-là où je l'ai remise en cause. J'ai finalement été convaincu que les trous noirs émettaient des radiations lorsque j'ai découvert le mécanisme de ce phénomène. Selon la mécanique quantique, l'espace est rempli de particules virtuelles et d'antiparticules qui se matérialisent constamment par paires, se séparent, se réunissent à nouveau et s'annihilent. En présence d'un trou noir, un des éléments d'une paire de particules virtuelles peut tomber dans le trou noir, laissant l'autre sans partenaire et dans l'incapacité de s'annihiler. La particule abandonnée apparaît comme une radiation émise par le trou noir. Donc, les trous noirs ne sont pas éternels. Ils s'évaporent à une vitesse de plus en plus grande, jusqu'à disparaître dans une gigantesque explosion. La mécanique quantique a permis aux particules et aux radiations de s'échapper de leur ultime prison, le trou noir. Einstein n'a jamais accepté la mécanique quantique à cause de son élément de hasard et d'incertitude. Il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Il semble qu'Einstein ait eu doublement tort. L'effet quantique des trous noirs donne à penser que non seulement Dieu joue au dé, mais qu'il les lance parfois, là où on ne peut plus les voir. Il dit lui-même qu'il ne serait pas arrivé où il est sans sa maladie. Et c'est bien possible parce que, comme l'a dit Samuel Johnson, voyez-vous, savoir qu'on sera pendu à l'aube aide formidablement à la concentration. Steven s'est concentré sur son travail comme il ne l'aurait jamais fait autrement, parce qu'il s'est toujours intéressé à un tas de choses dans la vie. Je ne sais pas s'il se serait impliqué de la même façon dans ce qu'il fait, s'il avait pu vivre normalement comme avant. Alors, dans un sens, oh non, je ne peux pas croire que ce soit une chance d'avoir une telle maladie, loin de là. Mais c'est moins de malchance pour lui que pour d'autres, parce qu'il a une vie tellement riche dans sa tête. Quand je vivais chez les Hawking, je me levais vers 7h15, 7h30. Je prenais une douche et ensuite je lisais ma Bible un moment et je priais. Je descendais vers 8h15 réveiller Steven. Au petit déjeuner, je lui racontais ce que j'avais lu dans la Bible, dans l'espoir que peut-être cela aurait finalement une influence sur lui. Ensuite, on se mettait au travail, après avoir regardé si on ne nous avait pas envoyé des articles scientifiques. J'ai découvert qu'en dépit de son intelligence hors du commun, Hawking lit très lentement. C'est vrai, moi je lisais 2 fois plus vite. Évidemment, la différence, c'est qu'il lisait de façon à se souvenir de tout, parce qu'il aurait eu le plus grand mal à reprendre le truc, pour le relire. Alors que moi, je balayais l'article en disant « Y a-t-il quelque chose d'intéressant ?» Si je voulais travailler dessus, je pouvais le reprendre et le relire. Le rayonnement des trous noirs nous a montré que l'effondrement gravitationnel n'est pas aussi fatal que nous le pensions. Si un astronaute tombe dans un trou, il sera renvoyé dans le reste de l'univers sous forme de rayonnement. Donc, en quelque sorte, l'astronaute sera recyclé. Toutefois, ce serait une bien médiocre immortalité, parce que tout concept personnel du temps serait irrémédiablement détruit quand l'astronaute serait déchiré à l'intérieur du trou noir. Il ne resterait plus de lui que sa masse ou son énergie.
Une année, les Hawking m'emmenèrent avec eux dans un cottage en Pays de Galles, sur les bords de l'Hawaï. Ce cottage était en haut d'une colline, et il y avait une sorte de petite allée pavée qui montait au cottage, que je n'avais jamais emprunté. Naturellement, je voulais faire le moins d'aller-retour possible. Alors, on a placé les batteries sous le fauteuil de Steven. Un logement était prévu pour cela. Et on a ajouté des batteries supplémentaires. Steven ignorait que je les avais mises là, et qu'il était donc aussi chargé. Steven me précédait un peu et il a pris le virage en montée qui menait au cottage. Mais il y avait cette déclivité. Je le regardais et j'ai remarqué alors que son fauteuil se mettait à reculer doucement. Bien sûr, j'étais à plus de 10 mètres. Je me suis précipité vers lui, mais je n'ai pas pu arriver assez rapidement pour l'empêcher de basculer en arrière dans les buissons. Il était quand même extrêmement choquant de voir le maître de la gravité vaincu par la faible gravité terrestre. Une des pires choses pour moi, ce serait d'avoir toujours autant de gens, de n'être jamais seul. Je ne le supporterais pas. Mais lui, il trouve ça amusant. Il apprécie la vie. Et il est partout à la fois, plein d'allant. Je trouve ça terrifiant. Personnellement, je n'ai pas ce courage-là. Et son père non plus, d'ailleurs. Nous, on ne peut que l'admirer et se demander d'où diable il peut bien tenir ça. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes. Moi, je m'étais installé dans un coin. J'observais tranquillement les gens. Je soufflais un peu. Steven n'était pas très loin de moi. Jane s'est approchée de lui. Elle l'a regardé. Il était assis, la tête en avant, comme lui seul est capable de le faire. Et Jane a alors dit à Steven, « Tu as l'air malheureux. Tiens-toi droit. Certains de tes invités ne comprendront pas que tu rêvasses à ta physique et que tu es très heureux. Tu as l'air de souffrir. Tiens-toi droit et parle aux invités. » En 1979, on a nommé Lukashen Professor of Mathematics. C'est la chaire qu'avait occupée autrefois Isaac Newton. Ils ont un grand livre que doit signer tout nouveau professeur d'université. J'avais été nommé Lukashen Professor depuis 1 an environ, quand ils se sont rendus compte que je ne l'avais pas signé. Alors, ils m'ont apporté le livre dans mon bureau, et je l'ai signé avec pas mal de difficultés. C'est la dernière fois que j'ai signé de mon nom. L'intérêt que je portais à l'origine et au destin de l'univers s'est ravivé lorsque j'ai suivi une conférence sur la cosmologie au Vatican. À la fin de l'exposé, le pape nous a accordé une audience. Il nous a dit qu'il estimait que c'était une bonne chose d'étudier l'univers après le Big Bang, mais qu'il ne fallait pas étudier le Big Bang lui-même, parce que c'était le moment de la création, et de ce fait l'œuvre de Dieu. Heureusement, il ignorait le sujet de la communication que je venais de faire, à savoir la possibilité d'un non-commencement de l'univers, et donc d'une absence de toute création. Selon les théories du début des années 70, en fait théorie du premier type concernant la création, les spécialistes partaient de la notion d'espace-temps extérieur déterminé. L'éternité était vide. Et puis tout à coup, sans qu'on sache trop pourquoi, l'univers forme un noyau en un point précis, et là, bang, il explose. L'ennui, c'est que dans la combinaison espace-temps de cette théorie classique, ce fameux point est lui-même une singularité mathématique. Alors les mathématiques s'anéantissent, et elles ne peuvent plus étayer votre théorie de la création. Si on remonte dans le temps, on arrive à une singularité de type Big Bang, où les lois de la physique s'anéantissent. Mais il existe une autre direction du temps que l'on peut emprunter, qui évite toutes les singularités, et qu'on appelle la direction imaginaire du temps. Avec le temps imaginaire, il n'y a nul besoin de singularité qui donne un début ou une fin au temps.
Avec le temps imaginaire, on a cette faculté assez particulière d'avoir un maintenant, sans avoir nécessairement une sorte de chaîne de moments passés. Si par exemple on partait de cet instant, si on remontait le temps pendant longtemps, on verrait que tout se passe normalement. Mais au fur et à mesure qu'on se rapprocherait de ce qui est le point d'origine, selon l'image cliché du temps réel, on découvrirait que la nature du temps change, que la composante imaginaire devient de plus en plus prégnante. En définitive, ce qui serait le point de départ dans la théorie classique s'estompe, et on se retrouve alors devant ces superbes images de boules qui reproduisent la création de notre univers tel qu'on le connaît, une forme vague, une boule du passé, sans point de départ, juste une forme vague. Tant que l'univers avait un commencement, on pouvait supposer qu'il avait un créateur. Mais si l'univers se contient tout entier en lui-même, sans avoir de frontières ni de bords, il n'a ni été créé ni détruit. Dans cette hypothèse, il serait simplement... Quelle serait alors la place d'un créateur ? On peut vraiment dire que l'univers est, de par sa structure mathématique cohérente. Il n'y a pas de passé, puisqu'en l'absence d'un point de départ, on ne pourrait rien créer, n'est-ce pas? Dire qu'on crée à partir de rien, cela constitue vraiment un non-sens. Rien est en l'occurrence très mal utilisé. Il n'y a pas un espace vide dans lequel l'univers est apparu, un rien. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien du tout, puisqu'il n'y a pas eu de création. Voyez-vous, conjuguer un verbe au passé n'est pas compatible avec ces théories. Malheureusement, le passé a été inventé par des gens qui croyaient au temps réel. Or, en linguistique, on n'a pas de conjugaison pour le temps imaginaire. Le mot « temps » ne nous a pas été offert par le ciel comme un cadeau du Très-Haut. La notion de temps, c'est une chose inventée par l'homme, et si cela est un facteur de zizanie, à qui la faute? À nous. D'où vient la différence entre le passé et le futur? Les lois de la science ne font pas de distinction entre le passé et le futur. Cependant, il y a une grande différence entre le passé et le futur dans la vie courante. Imaginez une tasse à thé qui tombe de la table et se brise en 1000 morceaux sur le sol. Vous ne verrez jamais les morceaux se regrouper et rebondir sur la table. L'accroissement du désordre ou entropie, c'est ce qui distingue le passé du futur et qui donne une direction au temps. Il est tombé malade en Suisse. À son retour, il était sous assistance respiratoire. Cette assistance respiratoire impliquait un tuyau dans la gorge qui l'empêchait de parler, forcément. Pendant toute cette période, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, j'ai passé à peu près une nuit sur 2 ou une nuit sur 3 à l'hôpital. Parce que quand il était hospitalisé, il ne pouvait pas communiquer avec les infirmières. Non seulement il était gravement malade, mais il en était au point où les infirmières ne comprenaient pas ce qu'il voulait. S'il se sentait mal, elles ne pouvaient pas dire pourquoi. Avant ma pneumonie, je me suis mis à articuler de plus en plus mal. Et seules quelques personnes qui me connaissaient bien arrivaient à me comprendre. Mais du moins, je pouvais communiquer. J'ai écrit des articles scientifiques en les dictant à une secrétaire, et j'ai donné des conférences à l'aide d'un interprète. Et puis, on m'a fait une trachéotomie, et ça m'a ôté l'usage de la parole. Longtemps après, en tout cas c'est ce qu'il m'a semblé, quelqu'un a apporté un gadget génial. Il n'avait pas cela à l'hôpital de Cambridge. Ils l'ont fait venir de Londres. C'était très sophistiqué, ça permet de communiquer sans l'aide de la voix. C'est du plastique, un morceau de perspex de cette taille, avec les lettres de l'alphabet et un grand trou au milieu. Vous le tenez entre vous et l'autre personne. Cette dernière regarde une lettre, et vous voyez bien sûr quelle lettre elle regarde. En général, si ça arrive, on ne se trompe pas. Comme ça, le malade vous dit ce qu'il a choisi.
Vous voyez le malade qui fixe la lettre A et vous dites « Ah, c'est ça ?» C'est comme une devinette. Steven avait du mal à accepter qu'il ne parlerait plus. Alors, il s'est mis à réfléchir, à chercher une méthode pour communiquer sans la parole. Je me souviens que j'avais été le voir un soir. C'est la première fois qu'il a demandé qu'on le sorte du lit pour se servir de l'ordinateur. Quelquefois, on l'asseyait dans le lit pour le changer de position, comme tous les malades. Mais cette fois-ci, il a demandé à l'infirmière qu'elle le sorte du lit pour pouvoir se servir du clavier. Ce qu'il a fait. Je me rappelle que la première chose qu'il ait tapée après bonjour, Steven est toujours extrêmement courtois, c'est « M'aideras-tu à terminer mon livre ?» Un expert informatique californien, mis au courant de mon problème, m'a envoyé un logiciel appelé Equalizer. Ça me permettait de sélectionner des mots à partir d'une série de menus sur un écran en prêtant un appareil qui tenait dans ma main. Ces mots pouvaient ensuite être transférés à un synthétiseur vocal qui était fixé sur mon fauteuil roulant. À ma grande surprise, je me suis aperçu que je pouvais alors communiquer beaucoup mieux qu'avant. Quand, en fin de compte, il est revenu de l'hôpital, on lui a bien répété qu'il lui faudrait des infirmières 24 heures sur 24. On se disait, comment va-t-il faire pour travailler? Va-t-il traîner derrière lui tout un bataillon d'infirmières jusqu'à son bureau? Ce qu'il a effectivement fait. À l'origine, on lui avait proposé de travailler chez lui. Mais l'idée ne l'emballait pas. Alors, après une période de convalescence à la maison, il a décidé de retourner au bureau. Il faisait donc le trajet de chez lui au bureau, ce qui fait bien 800 mètres, dans son fauteuil avec une infirmière à côté de lui. Et à cette époque, il ne se déplaçait jamais sans sa poche et son goutte à goutte. Il allait au bureau, il travaillait et il rentrait chez lui. J'ai commencé à me demander ce qui arriverait au cas où l'univers cesserait son expansion et commencerait à se contracter. Verrait-on les tasses brisées rassembler leurs morceaux, se reconstruire par terre, et ensuite se précipiter sur les tables? Est-ce qu'on serait capable de se rappeler les cotations du lendemain, et ainsi de faire fortune à la bourse? Il me semblait que l'univers devait redevenir lisse et ordonné quand il se réeffondrerait. Si tel était le cas, le temps s'inverserait quand l'univers commencerait à s'effondrer. Les gens, dans la phase de contraction, vivraient à rebours. Ils mourraient avant d'être nés, et ils seraient plus jeunes au fur et à mesure que l'univers rapetisserait. Et pour finir, ils retourneraient dans le ventre originel. Il m'a confié mon premier problème. Il m'a demandé d'examiner un problème mathématique, et en général, quand il vous en confie un, il en a déjà la réponse. J'y ai donc réfléchi, et j'ai mis 2 ou 3 mois à comprendre de quoi il retournait. Je suis revenu le voir et j'ai dit « Steven, j'ai la réponse ». Alors il m'a dit « Non, ce n'est pas ce que j'attendais. Pourtant, c'est ce que j'ai obtenu. » Alors je suis allé au tableau faire ma démonstration. Il m'a dit « Vous avez pensé à ce cas particulier ?» Je lui ai dit « Oh non ». Alors je m'y suis remis, j'ai fait mes calculs en fonction de ce qu'il m'avait dit, et je suis revenu quelques semaines après. « Steven, je lui ai dit, je ne comprends pas. Je trouve toujours la même réponse. » Alors il m'a dit, « Non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous avez pensé à ça ?» J'ai dit, « Non, j'ai oublié ce cas particulier. » Je me suis de nouveau remis au travail, j'ai recommencé tous mes calculs, encore et encore, toujours le même résultat. Je suis retourné voir Steven, et ce manège a bien duré 2 ou 3 mois. Finalement, il m'a dit, « Peut-être qu'une de vos approches est fausse. » Alors, avec un de mes collègues, on a utilisé des ordinateurs. Ça prend un temps fou pour écrire les programmes. Il faut être sûr que le programme est correct.
On a eu le résultat. Et on a obtenu, une fois de plus, la même réponse et non pas ce que voulait Steven. On est allé le voir et on lui a dit, vous voyez bien, pareil. J'avais commis une erreur. J'étais parti d'un modèle de l'univers beaucoup trop simple. Le temps ne s'inversera pas quand l'univers commencera à se contracter. Les gens continueront à vieillir. Ça ne sert à rien d'attendre que l'univers se réeffondre pour retrouver notre jeunesse. Un jour, Einstein a posé la question, quelle attitude avait Dieu pour construire l'univers? Si ma proposition d'un univers sans frontières est exacte, Dieu n'a eu aucune liberté pour choisir la façon dont l'univers a commencé. Il n'aurait eu que la liberté de choisir les lois qui régissent l'univers. Et même ça n'a pas dû représenter un bien large éventail. Il se peut très bien qu'il n'y ait qu'une théorie unifiée qui permette l'existence de structures aussi compliquées que l'être humain, lui-même capable de rechercher les lois de l'univers et de se poser des questions sur la nature de Dieu.